Bonsoir à tous mes amis, une petite vidéo comme ça, histoire de faire patienter. Je sais que je suis pas très présent sur les réseaux, je sais que je suis pas très présent sur YouTube pour faire des lives. J'aimerais un jour recontacter Franck Athème pour faire un autre live avec lui, ou bien d'autres lives avec d'autres personnes. En tout cas, bienvenue sur la chaîne Présent Continu, la chaîne qu'elle est bien pour comprendre. On comprend rien, mais en tout cas on s'y emploie. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle année augure de belles choses pour vous et que tout va se passer à merveille. Hein. La société est en train de changer, je ne sais pas si vous le remarquez, mais c'est en train de changer vraiment. On change de paradigme et je pense que ça va aller vers le mieux. Peut-être pas tout de suite, on va passer par une sale phase, mais je pense qu'après ça ira mieux. Voilà, enfin, c'est mon avis. Voilà, cela dit, vivons tant qu'on peut le moment présent et essayons d'apprécier ce qui nous reste pour l'instant. Et c'est pas si mal finalement. En France, on n'est pas si mal pour l'instant. Alors, il y avait des questions que j'ai isolées. Alors, elles sont un peu saugrenues, mais bon, c'est pas grave. Alors, celle-là, c'est quoi? Quelles sont tes références en termes de spiritualité, métaphysique, physique? Mes références, est-ce qu'il faut avoir des diplômes spéciaux pour pouvoir parler de spiritualité ou donner son avis? Je ne pense pas. Voilà. Le soleil brille pour tout le monde, hein, tout le monde peut dire ce qu'il veut sur YouTube. Moi, je dis ma version des choses par rapport à ce que j'ai pu étudier de ci, de là. Alors, par contre, si on parle de références avec lesquelles je bâtis ma confiance, je parlerai évidemment de Philippe Guimand, de Philippe Bobola, de Franck Athème, Étienne Klein, plein de gens comme ça, quoi, des scientifiques et qui sont pas des rigolos et voilà, qui expliquent avec leurs mots scientifiques certains côtés de la métaphysique. Donc voilà mes références. Voilà. Quand as-tu décidé de t'intéresser à la métaphysique et tout ce qui en découle? C'était du jour au lendemain ou as-tu eu des visions ou cela voit? Non, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais il y a eu une bascule. À un moment donné, oui, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années à peu près, peut-être un peu plus, même 15 ans, j'ai commencé vraiment à creuser le phénomène parce que je suis très féru de ça, de métaphysique, très féru du pourquoi des choses. Et donc voilà, j'ai entendu des vidéos il y a 15 ans, peut-être même plus, où les gens parlaient de EMI, NDE, de sortie de corps. Alors moi, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu en faire, j'ai voulu faire du voyage astral, tout ça. Alors je me suis renseigné beaucoup, alors j'ai vu plein de personnes parler de ça, voyage astral, tout ça. NDE, des docteurs, des youtubeurs, j'ai fait mon tri, quoi. Je suis allé sur la chaîne Tistria, qui était une chaîne tout à fait New Age, mais bon, il y a eu des belles choses quand même. J'ai fait mon tri après, à force. Et hop, un moustique. Voilà, donc maintenant j'en suis là où j'en suis parce que j'ai quand même 15 ans de passé derrière de métaphysique. Voilà. Alors évidemment, la métaphysique, c'est abstrait. Il faut faire abstraction. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de lier la physique avec la métaphysique, ou la physique quantique avec la métaphysique. Et il y en a un qui fait ça très bien, c'est Philippe Guillemot. Voilà. Alors ça n'a pas été du jour au lendemain, mais cependant, une fois, une année, j'ai eu une expérience qui m'est tombée sur la figure comme ça, et ça a tout changé. Ça m'a fait précipiter les choses. J'ai ouvert une première chaîne qui a été que j'ai fermée après coup parce que pour des raisons diverses et variées. J'ai rouvert Présent Continu. J'ai ouvert Présent Continu qui a été censuré et qui a été arrêté par YouTube, je ne sais pas pourquoi. Et puis après, qui m'ont rendu avec de plates excuses.
Je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai cette chaîne présent continu. Et bah voilà, j'essaye plus ou moins de trouver la vérité de chaque chose. Et je vous la partage. Alors, c'est ma vérité, évidemment. Mais c'est mon son de cloche par rapport à ce que je peux entendre, étudier et lire de ci, de là. Voilà. Comment définirais-tu avec tes mots la différence entre rêve classique et rêve lucide? Bah, c'est très facile, hein, tout le monde le sait. Un rêve lucide, c'est quand vous êtes conscient que vous êtes en train de rêver, c'est tout. Hein. Et à ce moment-là, vous faites ce que vous voulez dans votre rêve. C'est vous qui choisissez ce que vous faites dans votre rêve. Ça dure pas longtemps en général. C'est un peu comme quand vous rêvez que vous volez. À ce moment-là, vous volez, vous dites tiens c'est bizarre, hein, je vole, c'est pas normal, c'est un rêve lucide. Vous apercevez que vous êtes en train de rêver. Et donc à ce moment-là, vous volez intentionnellement, vous allez où vous voulez. Et voilà, donc c'est ça un rêve lucide. Vous fabriquez votre rêve parce que vous êtes conscient de rêver. C'est tout. Et le rêve classique, eh ben, c'est n'importe quoi, hein, c'est le cerveau qui... Mais le cerveau, le rêve classique, il est très conditionné par l'extérieur aussi. Récemment, il y a eu des études qui ont été faites qui disent que le rêve se fait vraiment 1 seconde ou 2 secondes avant le réveil. Et il y a des choses qui tendent à le prouver. On rêve aussi en rêve paradoxal et en rêve profond, alors qu'on pensait rêver qu'en rêve paradoxal. Qu'en phase paradoxale. Alors que maintenant, on sait qu'aussi, on rêve en sommeil profond. Enfin, donc, tout ce qu'on entend, donc, c'est à prendre avec discernement parce que les règles changent au fur et à mesure qu'on trouve des choses. Que souhaiterais-tu explorer en premier si tu devenais conscient dans un rêve? Ah ben moi, c'est de voler à toutes les vitesses, n'importe où, dans l'espace, à ras du sol, à ras de la mer, plonger au fond de l'eau, au fond des océans pour aller les visiter le fond des océans, même le fond de la terre carrément. Voilà, c'est ça que j'aimerais faire pour commencer, évidemment. Quel type de sensations t'ont semblé les plus réalistes dans tes rêves? Ben, c'est des sensations physiques. Parce que vous soyez dans un rêve ou dans la réalité, enfin dans la réalité, dans celle dans laquelle on vit, qu'on pense vivre, les sensations, c'est un peu les mêmes. Hein. Quand vous pensez que vous rêvez que vous volez, les sensations sont bien là. Hein. Vous avez les hauts le cœur, vous pensez que vous allez tomber. Donc c'est pour ça que moi au début je vole à ras de terre. Je me dis si je tombe pas de haut. Puis au fur et à mesure dans mon rêve je monte, je vais sur les toits et puis je vais de plus en plus haut. Parce que j'ai toujours cette appréhension de tomber. Et voilà, donc les sensations, c'est des sensations physiques. Hein. As-tu déjà vécu un faux réveil? Et si, oui, comment l'as-tu identifié? Oui, le faux réveil. Alors, je ne sais pas si c'est un faux réveil, si c'est un rêve lucide, si c'est une sortie de corps, j'en sais rien exactement. Je ne saurais pas dire exactement ce que c'est, mais je l'ai déjà expliqué dans un live ou deux. Dans un live où je faisais une sieste et je me suis réveillé parce que j'ai entendu du bruit dans l'autre pièce. Je me suis donc réveillé, j'ai marché vers la porte, j'ai ouvert la porte et comme j'avais la tête un peu dans le... Voilà, donc je me suis pris la porte dans la tête comme ça. Mais avec la main, parce que je tirais la porte. Alors je me suis pris la main et la porte dans la tête. Bon, ok, j'ai fait ça, j'ai ouvert la porte et puis j'ai sorti. Puis en sortant, je m'apercevais que j'avais mes 2 mains, mais j'avais toujours ma main dans la tête comme ça, collée. Et je me suis dit, ah là il y a un problème. Je ne suis pas dans la réalité. Et pourtant ça me semblait aussi réel que ça. Pareil, c'était dur, la porte était dure, tout était dur. J'avais l'impression que je m'étais réveillé carrément pour aller voir ma femme qui parlait, qui m'avait appelé. Et alors que non. Alors que je ne sais pas ce que c'est, si c'est un faux réveil, si je me suis réellement levé, ou si je ne me suis pas du tout levé, j'ai continué à dormir. C'était un rêve lucide ou une sortie de corps, je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'expliquer ce truc. Parce que dans ce rêve, donc, ou ce faux réveil, je ne sais pas, je me suis dit, bon, il y a un problème, je suis en train de... Ou je rêve, ou je ne sais pas, j'ai pas été plus loin, j'aurais dû creuser
aller plus loin. Et je me suis dit, tiens, je vais me remettre sur le canapé, je vais me rendormir, je vais me réveiller nickel après. Ce que j'ai fait, dans mon rêve, dans ce qui m'a semblé la réalité de ce que je vivais. Et effectivement, ma femme m'a appelé un petit peu après, je me suis vraiment réveillé, j'ai vraiment ouvert la porte, je me suis rendu compte que c'était tout autant réel. Mais là, j'étais bien réveillé. Alors, soit j'ai pas du tout bougé, je suis resté allongé sur mon canapé, je me suis jamais levé. Hein. Soit c'est une sortie de corps en éthérique, soit je sais pas. Comment l'expliquer autrement? Qu'est-ce qui t'attire le plus dans l'idée d'être conscient pendant un rêve sur le plan psychologique? Qu'est-ce qui t'attire le plus dans l'idée d'être conscient pendant un rêve sur le plan psychologique? J'en sais rien du tout. Ce qui m'attire le plus dans l'idée d'être conscient, le fait d'être conscient dans un rêve, ça vous fait piloter votre rêve, comme je vous le dis. Et à ce moment-là, tout est possible dans un rêve. Donc, qu'est-ce qui m'attire le plus, c'est d'aller voir un peu, je sais pas, dans d'autres pays ou dans d'autres villes ce qui se passe, ou d'aller chez des gens que je connais, ou je sais pas, ou voir d'autres choses. Aller voir là-bas si j'y suis, quoi. Donc, pendant un rêve sur le plan psychologique. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus, je sais pas. Je pense que je dis à peu près comme tout le monde. Hein. Ressens-tu que tes rêves reflètent parfois ton état émotionnel du moment? Ah, certainement, oui, oui. Certainement, ça reflète l'état émotionnel du moment. Et comme je vous dis, ça reflète aussi le rêve, vous le rêvez. Mais tout ce qui est extérieur, dans votre pièce par exemple, ça influe dans votre rêve. Et tout ça en une seconde. Il y a une expérience qui a été faite, je crois, je ne sais pas si je me rappellerai exactement. C'est quelqu'un qui dormait. Et puis, quelqu'un d'autre est rentré dans la pièce en allumant la lumière. Il ne savait pas qu'il dormait, il a réveillé comme ça. Et donc, le bonhomme s'est réveillé comme ça. Et il lui a dit, mais j'étais en train de rêver. Je m'as réveillé dans mon rêve, j'étais en train de rêver que je montais des escaliers, j'arrivais sur le toit d'une maison. Et là, j'avais un projecteur qui m'éclairait. Et avec un haut-parleur. En fait, ce rêve que le bonhomme a fait, il a été conditionné par l'extérieur directement. Parce que en une seconde, le temps d'allumer la lumière, le cerveau capte par les yeux, par les paupières, même si vous rêvez, même si vous êtes endormi, et à 24 images par seconde, en une seconde, 24 images, vous fabriquez une histoire déjà. Donc, il s'agirait peut-être de croire que le rêve se fait juste avant le réveil. C'est une option. Lorsqu'un rêve te marque, qu'est-ce qui te semble le plus important? L'émotion, les images, l'impression, le sens que ça laisse? Moi, c'est l'émotion. L'émotion et les images. Voilà. Pas l'impression du sens que ça laisse. Parce que si ça laisse un sens, qu'on arrive à capter le sens et se dire tiens, ça veut dire ça, c'est que c'est un rêve prémonitoire. À ce moment-là, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et je sais pas. Enfin, moi, quand je rêve, le plus important, c'est l'émotion que ça dégage. Je sais pas pour vous, mais. Comment réagis-tu habituellement lorsque tu fais un cauchemar? Plutôt tentative d'analyse ou besoin de... Ouais, j'essaye d'abord de l'analyser. J'essaie de l'analyser, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'étais en sommeil paradoxal, est-ce que je regarde ma montre pour savoir si j'étais endormi depuis longtemps, j'essaie d'analyser tout ça. Est-ce que c'est de l'hypnagogie, est-ce que c'est de l'hypnopompie, est-ce que c'est... Je sais pas, et puis après je me dis, bon, après j'essaie de l'oublier, je me dis, bon, ça ne veut rien dire, c'est mon cerveau... occipital qui me balance du n'importe quoi par rapport à mon subconscient. C'est des images que je génère comme ça. Voilà. Le cauchemar, c'est ça. Quand tu rêves, as-tu l'impression d'être exactement toi ou une version légèrement différente? Un peu les deux. Un peu les deux. Je pense être une version un peu différente quand même. Pas tout à fait la même.
Ouais, c'est clair. Bah, la réalité, comme le rêve, comme le voyage astral, comme tout ce que vous voulez, bah, c'est des syntonisations sur d'autres vibrations, sur d'autres strates vibratoires. Donc forcément, celui que je suis dans le rêve est sur d'autres plans vibratoires. Donc je suis pas le même ego. Je suis pas très loin, parce que le rêve et la réalité, c'est pas très loin. Mais je suis pas exactement le même, en effet, ouais. Quels critères subjectifs t'aideraient à différencier un rêve particulièrement vif d'une expérience quotidienne inférieure du corps? Ben là, je sais pas exactement, vu que ce que j'ai vécu avec l'histoire de la porte, là, je pourrais pas vous dire si je me suis vraiment levé, si j'ai ouvert la porte et puis que j'ai réalisé qu'il y avait un problème, que je me suis recouché, que j'ai fait le somnambule, ou alors que je me suis pas du tout levé, j'ai continué à dormir, c'était un rêve lucide, peut-être, ou c'est une sortie de corps éthérique, parce que c'était vraiment très 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 réel et très distinct. Les images étaient très contrastées, et puis c'était dur. Tout ce que je touchais était dur. Je sais pas comment analyser ça, si c'est un rêve particulièrement vif ou une expérience hors du corps. Je sais pas, je pourrais pas trop le dire. Dans quelles circonstances te sens-tu le plus toi-même, en rêve ordinaire, en rêve lucide, dans une expérience hors du corps? Bah, je me sens le plus moi-même en état éveillé, là, en état bêta. Voilà. Moi-même, mais ça dépend de ce qu'on appelle moi-même. Si on doit dire moi-même en étant le corps et l'ego, oui, alors c'est quand je suis réveillé, quand je suis en état bêta, là, quand je vous parle. Là, évidemment, c'est là où je me sens le plus moi-même. Maintenant, si on veut s'identifier à la conscience ou à un corps beaucoup plus subtil de la conscience, à ce moment-là, on est beaucoup plus nous-mêmes quand on est en alpha et en θ. Quand on est en état alpha, qu'on essaye de méditer ou de regarder loin sur les hauteurs, par exemple, on regarde loin, on est très détendu, on est en alpha. Et à ce moment-là, on peut avoir une sorte de connexion, ça se sent. Et je ne sais pas à ce moment-là dans quelle strate vibratoire on est, si on est en θ ou autre chose, ou les deux à la fois, ou tout à la fois. On peut être tout à la fois, de toute manière, il n'y a pas vraiment d'état prédominant. Oui, il y a un état prédominant, mais on peut être tout à la fois. Là, je suis en état bêta. Quand je vous parle, je suis en onde bêta. Mais si d'un coup j'ai une pensée qui me traverse la tête, une super idée, c'est que j'ai eu un état gamma. Donc voilà, donc dans le cerveau, à chaque place du cerveau, il y a ses propres vibrations. Donc on peut être un peu tout à la fois, quoi. Mais ce qui me fait le sentir le plus moi-même, c'est quand je suis en communion avec la nature. Voilà. Je suis en état alpha, je communie avec la conscience. Ça, je sens ça. Je sens, ça me rend très heureux de faire ça. Qu'est-ce qui pour toi définit une expérience réelle plutôt qu'onirique et intérieure? Ben, c'est encore un peu les mêmes questions. Qu'est-ce qui définit qu'une expérience est réelle plutôt qu'onirique? Mais qu'est-ce que c'est la réalité? Qu'est-ce que c'est le réel? Il y a des milliards, une infinité de réels, suivant qu'on s'intonise sur un ou sur l'autre. Là, on est syntonisé. Ça me fait penser à cette image. Regardez par exemple. Voilà. Non, c'est pas ça. Pardon. Oui, c'est ça. Ajouter à la scène. Vous voyez? Ça, c'est quand j'ouvre la Free et je tombe sur toutes les chaînes. En état bêta, dans ma réalité, on va dire que c'est le cadre rouge là. Je vis ça. Vous voyez? Je suis syntonisé là-dessus. Mais tous mes futurs, ils sont là. Potentiels, ils sont déjà tous là. Ils sont très très près les uns des autres. Mais comme il y en a une infinité, à un moment donné, plus vous allez loin, plus vous allez dans le futur. Vous pouvez, par exemple, d'un coup, ce carré rouge, la tac, syntoniser sur ça, 2 secondes, et paf, revenir dans le rouge. Et vous avez fait une expansion de conscience qui vous fait prendre conscience que vous avez vécu un de vos futurs potentiels. C'est ce qui m'est arrivé, moi. Et le fait de syntoniser, ça, pendant un laps de temps très très court, vous sortez
de ce genre de matrice. Et vous regardez toute la matrice. Et ça vous fait prendre conscience que tout ce que vous vivez dans cette réalité n'est qu'une petite partie de la réalité. Et que la réalité, c'est tout ça. Là, évidemment, c'est délimité par l'écran, mais imaginez-vous ça comme la conscience. Voilà. Ça serait l'infini à l'instant T. Ça serait la conscience, où il y aurait tout dedans. Tous les scénarios de futur potentiel, toutes les images du passé, absolument tout. Et nous, on est dans cette réalité-là. Et alors, si le cadre rouge, il est très fin, c'est imagé, et que vous pouvez faire une sortie d'un coup, là, vous allez syntoniser sur un autre plan où vous êtes, vous, en train de faire autre chose, ou là, ou vous dans le futur, ou vous dans le passé. Mais en général, vous avez des flashs du futur. Hein. Ben voilà, ben vous dites, ah tiens, la réalité, c'est pas que ça. La réalité, c'est tout ça. Et je peux éventuellement syntoniser sur une partie de moi-même plus loin, dans le futur, par exemple. Voilà. C'est un exemple qui est pas mal. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me semble réel plutôt qu'onirique? C'est le fait que je suis en train de vous parler là et qu'on a tous plus ou moins la même réalité. On est tous plus ou moins fixés, syntonisés sur la même strate vibratoire. Il y en a qui sont un peu plus hauts, d'autres un peu plus bas. On va appeler ça le champ de conscient. Voilà. Comment te représentes-tu la frontière entre perception interne, imagination rêve et perception externe? Il n'y a pas de perception externe. L'extérieur n'existe pas. Tout est à l'intérieur. L'univers n'a pas besoin d'être vrai, d'être réel, c'est-à-dire palpable ou un objet physique pour exister, du moment qu'il est dans la conscience. Parce que tout est dans la conscience, l'univers est compris. C'est pas la conscience qui fait partie de l'univers, c'est l'univers qui est carrément fait partie de la conscience, qui est intérieur à la conscience. Il faut le savoir, ça. Donc, à un moment donné, tout ce que vous pouvez avoir comme perception, elles sont forcément internes à l'être. Hein, voilà. Nous, notre corps et l'ego avons l'impression de projeter des choses à l'extérieur, de les voir à l'extérieur. Oui, c'est à l'extérieur de notre corps et de notre ego, mais c'est toujours dans la conscience, à l'intérieur de la conscience. Et la conscience, c'est nous. On est tout. On est aussi bien la conscience que le corps, que tout ce qu'il y a autour. Donc, évidemment que c'est à l'intérieur. Quand on dit que c'est une perception externe, on se place du côté du corps et de l'ego. À ce moment-là, on croit voir des choses à l'extérieur. Voilà, elles sont à l'extérieur de nous, évidemment. Mais dès l'instant où on se place sous le prisme de la conscience et de l'ego, du mental beaucoup plus élargi, à ce moment-là, non, tout est à l'intérieur. Parmi les expériences, laquelle te pousse le plus à t'interroger sur la notion de réalité? Parmi les expériences, j'en ai fait une qui s'est déclinée en 5. Si vous voulez, en espace de plusieurs jours, j'ai fait la même expérience, mais elle était de moins en moins forte. Voilà, la première était terrible. Donc, parmi les expériences, laquelle te pousse à s'interroger sur la notion de réalité? C'est celle-là, justement. Là, l'expérience où on s'identifie à la conscience, au tout. On sait qu'on est l'acteur, le héros, le distributeur, le réalisateur, le producteur. On n'est pas que le héros du film, on est tout. Et tout, c'est la conscience. Donc, la réalité, c'est ça. C'est la conscience, la réalité. C'est pas simplement le film qu'on est en train de jouer, dont on pense qu'on n'est que les héros. Dans mes anciens lives, je parlais de Pierre Richard, du héros qui jouait la chèvre, par exemple, et qui était François Pignon, et de Pierre Richard, l'acteur. François Pignon, qui était dans le paradigme du film, ne savait pas du tout qu'il était Pierre Richard. Il est dans ce film, il n'en sort pas. Il est dans le carré rouge, vous voyez. Tandis que Pierre Richard, là, il voit tous les carrés. Voilà, c'était ça.
Penses-tu que le voyage hors du corps est indispensable à la compréhension de l'être? Non. Non, et je dirais même que bah, c'est bien. C'est bien, j'imagine que quand on sort de son corps, qu'on a des expériences extraordinaires, ça doit être fabuleux. Hein, voilà. Moi, ce que j'ai eu, c'était juste un flash, une expansion de conscience qui m'a fait comprendre, voilà, comprendre la supercherie de la réalité. Voilà, en 2 secondes, j'ai tout compris. Ça, c'est clair. Et voilà, et ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, et voilà. Mais j'ai pas eu de situation où je volais, où je passais à travers les murs, où j'ai rencontré des entités. Non, j'ai pas eu tout ça, donc je peux pas en parler. Mais je dis que ça doit être très agréable. Mais on peut très bien comprendre avec le mental en étudiant la haute métaphysique. Voilà. Avec la haute métaphysique et une expérience comme j'ai eue, à ce moment-là, le mental devient supramental. C'est-à-dire que par rapport à l'expérience que vous avez eue et la compréhension livresque, la compréhension de la métaphysique en l'étudiant, ça vous fait un bon mélange et ça vous donne vraiment plusieurs manières de comprendre les choses. Et le mental est obligé de l'accepter parce que vous avez vécu le truc. C'est pour ça qu'on dit supramental. Au-dessus du mental. Le mental ne peut que l'accepter. Voilà. Ce qui est différent de supraconscient. Voilà. Alors oui, pour éclaircir un terme, supraconscient, ok. Supraconscience, pas ok. Parce qu'il n'y a pas plusieurs consciences, il y a la conscience universelle, il n'y a qu'une seule conscience. C'est l'infini cristallisé à l'instant T. Il y a une conscience. Ce qui est hors de la conscience, on n'en a pas conscience, donc ça n'existe pas. Et tout ce que il existe, tout ce dont vous avez conscience est dans votre conscience. En dehors, vous ignorez, ça n'existe pas. Il n'y a pas une conscience au-dessus de celle-là, il n'y a qu'une seule conscience. Voilà, donc supraconscience, non, pour moi. Supraconscient, oui, ça veut dire que vous êtes plus conscient dans cette conscience. Ok, là d'accord. Mais c'est pour ça que j'ai décliné le mot, moi je préfère parler de métaconscience. Voilà, comme les métadonnées, les méta, si vous voulez, la métaconscience, c'est-à-dire la conscience universelle avec tout ce qu'il y a dedans, comme données. Métaconscience. Je pense que c'est plus rigoureux comme terme. Donc non, le voyage astral n'est pas obligatoire pour comprendre. As-tu un truc physique que tu ressens lorsque tu sens connecté? Ouais, clairement. Il y a un truc physique, ouais, bah, je tremble. Déjà, moi, j'arrive à générer des frissons sur commande. Et quand je sais que je vais être connecté, je pense et je génère un frisson. Et là, je suis dans un autre état de suite. Alors, est-ce que c'est de l'alpha ou de θ ou j'en sais rien? Mais c'est un état qui n'est pas normal, que je ressens complètement différent. Et je me sens beaucoup plus ouvert à la compréhension. Voilà. Et ça, c'est ce que je fais quand je suis dans la nature. Voilà. Dans la nature, je marche et puis je me pose à un moment donné. Et j'induis cet état et je me sens connecté. Voilà. C'était quoi? C'était ça. Voilà, c'est un truc physique que tu ressens lorsque tu te sens connecté. Oui, voilà. Je tremble. J'ai les poils qui se lèvent. Puis des fois, je suis tellement émerveillé par la nature que j'en pleure. J'ai des larmes qui coulent. Et je remercie. Je remercie la conscience de me faire apprécier ce qu'elle est. D'avoir ce champ de conscience qui me permet d'apprécier ce qu'elle est. Alors, tu as fini ton deuxième livre? Ouais, je viens juste de le finir. Je vais le faire lire à des amis, un couple d'amis qui est bien réveillé, et pour qu'ils me disent ce qu'il en pense, s'il a tout bien compris, s'ils ont tout bien compris, s'il n'y a pas de lourdeur, de longueur, tout ça, pour éventuellement faire des corrections encore une fois. Mais théoriquement, là, il est bon. Donc, je devrais le sortir dans le trimestre, je pense, qui arrive.
sur Amazon. Je vous le dirai si vous êtes intéressé. De quoi parle ton livre? Alors, je ne sais pas si vous connaissez le roman de George Orwell 1984, qui était sorti en 1949, et qui a généré un égrégore, c'est-à-dire un courant de pensée tel, parce que c'était une dystopie, hein, c'était la vision d'un monde complètement barré, fou, où tout le monde perdait les pédales, où il y avait de la censure, où il y avait enfin un monde qu'on n'aimerait pas vivre. Et pourtant on le vit. Pourtant aujourd'hui on le vit. Quand même pas autant que dans le livre, mais ça va venir, si ça continue, ça va venir. Quand on parle de surveillance, quand on parle de censure, quand on parle de tout ce qui est faux dans ce monde, de novlangue, la novlangue d'Orwell, c'est la langue de bois d'aujourd'hui, les éléments de langage des médias ou des politiques qui vous roulent dans la farine. Donc c'est pareil, il avait inventé avant. Hein. Donc tout ça fait partie d'un égrégore, d'un courant de pensée qui s'est matérialisé à force, parce qu'il a eu 20 millions de lecteurs hein, dans ce livre. Donc 20 millions de personnes ont pensé, ont rêvé, ont réfléchi là-dessus, sur le livre de George Orwell. Et plutôt que de prévenir les gens d'un monde qui allait devenir insupportable, eh ben ça l'a créé, parce que par rétrocausalité. Voilà, par rétrocausalité, c'est à force de penser aux choses, eh ben elles se syntonisent dans le futur potentiel et ça descend dans la matière au fur et à mesure et vous créez les choses. Donc on a créé, pour moi, je pense que 1984 a été quelque chose qui a contribué au monde d'aujourd'hui, par rétrocausalité. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire le contraire. J'ai écrit le contraire. J'ai écrit une utopie au lieu d'une dystopie. Un monde qui allait... ça se passe en 2040 et le monde a bien changé. Il est devenu bien plus vivable, beaucoup plus équitable, etc., etc. Tout en bénéficiant de la technologie, tout ça. Donc voilà, pour inverser le courant, d'ailleurs c'est le titre du livre, Inverser le courant. Pour inverser le courant de cet égrégore nauséabond et pour en créer un autre beaucoup plus vivable, hein, beaucoup plus joli. Voilà. Donc évidemment, si j'avais 20 millions de lecteurs, ça inverserait vraiment le courant. Si j'en vends 3, j'en vends 3. Mais j'aurais essayé. Qui tente rien à rien. Tu l'autoproduis. Ouais, bah oui, je l'autoproduis, ouais, je ne demande rien à personne, surtout que ça coûte pas cher du tout. Sur Amazon, vous faites votre livre, vous envoyez les documents en Word, ils vous font le livre. Ah évidemment, vous gagnez pas grand chose parce qu'ils se servent au passage, et beaucoup. Donc, mais moi je fais pas ça pour gagner de l'argent. Si j'en gagne, tant mieux, mais je veux dire, c'est pas le but recherché. Le but premier, c'est d'inverser le courant. Donc voilà. Quel est le véritable but de ce livre? On parle de métaphysique, beaucoup l'ont déjà fait, non? Ben oui, voilà, le véritable but du livre, c'est d'inverser le courant, cet égrégore nauséabond, depuis 1949, qui a fait le monde dans lequel on vit. Alors, je veux inverser ce courant et créer tout le contraire. Voilà. Ah, c'est couillu, c'est osé, hein. Peut-être ça n'amènera nulle part, peut-être j'en vendrai 4, j'en sais rien. Mais qui sait? C'est un roman. Et c'est basé sur la métaphysique, évidemment, c'est basé sur la rétrocausalité, c'est basé sur, voilà, sur beaucoup de choses qui ont un rapport avec cette chaîne, évidemment. Tu crois vraiment changer le monde? Il faudrait en vendre un moulon. En effet, ouais, ça changerait peut-être le monde si on en vendait un moulon, c'est sûr. Mais en islam, on dit, si tu as sauvé la vie d'une personne, c'est comme si tu sauvais le monde entier. Donc voilà, je ne suis pas religieux du tout, hein, mais ça me va bien cette phrase. Si ton livre rencontrait un fort succès, tu ferais quoi de tout cet argent? On peut toujours extrapoler. Ouais, on peut rêver surtout. Un franc succès. Vous savez, quand vous avez vendu 5000 livres, aujourd'hui, vous l'avez bien vendu. Vous faites partie de ceux qui vendent pas mal. Et 5000, c'est vraiment que dalle. Rien. Les livres se vendent plus maintenant, c'est comme les CD. Donc je ne sais pas du tout, si même j'en vends 5000, vous imaginez, 5000, je ne sais pas du tout comment je les vendrais, hein, mais ça ne ferait pas grand-chose au final.
à moins de s'appeler, comment il s'appelle, le philosophe Michel Onfray ou Zemmour, ou qui voulaient, qui en vendent un maximum, eux, oui, ils prennent de l'argent, eux, oui. Bon, enfin, on peut imaginer, hein, si je prenais de l'argent, ben, qu'est-ce que je ferais? Ben, j'essaierais de me mettre à l'abri déjà pour commencer. J'aiderais des amis, j'aiderais mes enfants à devenir qui ils ont envie de devenir, je les aiderais. Et puis, j'aurais un budget pour les SDF. Voilà, mon truc, c'est les SDF. Je pense que j'adorais beaucoup de SDF. Ça, c'est certain. Voilà. Alors, la dernière question. Allez. Tu connais Mark O'Byrne, il a vendu plein de livres sur les sorties de corps, les extraterrestres. Oui, je connais Mark O'Byrne, oui, je le connais depuis 10 ans, au moins 10 ans. Peut-être plus même. J'ai vu, c'est quand je commence à m'intéresser au voyage astral, tout ça, j'ai vu ses vidéos. Ça m'a vraiment intéressé. Parce que le mec a l'air de savoir vraiment de quoi il parle, quoi. Et alors bon, aujourd'hui, j'ai un autre regard là-dessus. Mark O'Byrne, je l'aime bien quand il parle de métaphysique, parce que ça rejoint ce que je pense, et ça rejoint Franck Hatem, et ça rejoint tout ça. Donc quand il parle de métaphysique, alors oui, aux conditions de l'humain, aux conditions de l'être, alors oui, je suis d'accord avec lui. Après, quand il commence à parler d'extraterrestres et d'entités, tout ce qu'on voudra, ça c'est lui, hein, c'est ses propos. Moi, dans ces cas-là, je suis obligé de le croire sur parole, étant donné que j'ai jamais vu d'extraterrestres devant moi. Donc, et comme moi, je crois plus personne sur parole depuis un petit moment déjà, ses propos sont les siens. Je dis pas qu'il a tort ou qu'il a raison, j'en sais rien. Mais je ne m'y intéresse pas plus que ça aux extraterrestres. Voilà, j'ai pas dit que ça n'existait pas. Je pense qu'il y a des consciences, des âmes, on va dire, qui se sont incarnées dans des hommes, dans des humains, et qui sont des consciences qui ne sont pas terrestres. Voilà, je pense. Certains le savent, et puis certains ne le savent même pas. Je pense aussi. Voilà. Bon, ben on a fait le tour aujourd'hui, hein, 38 minutes. Ça ira. J'espère vous revoir un autre jour. J'espère faire encore un live avec Franck Hatem pour parler de tout ça, parce qu'il est vraiment érudit. Et je vous tiendrai au courant de l'évolution de mon livre, quand est-ce qu'il sort, où vous pourrez l'acquérir. Je vous mettrai le lien. Voilà. Messieurs, dames, il me reste à vous souhaiter une agréable fin de journée, voire de soirée. Et on se dit à bientôt.